Après 3 mois de commission spéciale au Parlement wallon, nous sommes arrivés à la fin des commissions. Après avoir entendu plus de 50 personnes, avoir fait plus de 80 heures d'audition, on a pu rendre un travail de recommandation. Nous avons fait 236 recommandations qui répondent au constat que nous avons pu faire lors des auditions. Deux difficultés que nous connaissons depuis le départ. Nous savons que nous avons voulu une commission interfédérale qui reprend toutes les compétences de la Belgique. Malheureusement, nous n'avons pu travailler que sur les compétences de la région wallonne. Puis deuxième, on aurait préféré faire les commissions spéciales après la crise. Malheureusement, on a dû le faire avec cette seconde vague qui est arrivée. Mais malgré ça, on a fait le travail. Le rapport a été écrit en deux parties. Une première partie qui comprend la santé et l'autre partie qui comprend toutes les compétences de la région wallonne. Ici, je vais vous faire un résumé seulement de l'aspect santé. Premier chapitre, l'institutionnel. Nous savons que la répartition des compétences en Belgique a entraîné une difficulté pour répondre à la crise. Lors des auditions, on a pu se rendre compte que ça a certainement amené des difficultés en tout début de crise. On a parlé de le retard qu'on a pris lors de du déclenchement de la phase fédérale. Et donc ces répartitions n'ont pas aidé la Belgique. Et pour répondre à ces difficultés de début de crise, on a décidé de faire une recommandation importante. Évaluer la répartition des compétences de santé au sein de l'État à partir d'un large débat démocratique impliquant notamment les citoyens, la société civile et les milieux académiques. La concertation avec les acteurs de la santé doit constituer un élément important de l'évaluation de l'organisation des compétences en matière de santé. La région wallonne est absente des plans d'urgence. Vous savez, en Belgique, nous avons des plans d'urgence en cas de catastrophe, en cas d'épidémie ou en cas de pandémie. Mais les régions ne peuvent pas agir lors de ces plans. Et donc, une des recommandations qui se trouve dans le rapport, c'est qu'il faut intégrer davantage les régions dans les plans d'urgence nationaux et les fixer par décret et cadre légal. Les enjeux transversaux. Les enjeux transversaux, c'est quoi? C'est toute la préparation ou l'anticipation en cas de crise. Et donc, dans ce chapitre-là, nous avons mis comme recommandation d'établir un plan de prévention des risques en envisageant tous les risques possibles. Donc les risques sanitaires, mais aussi climatiques, environnementaux. Dans ce chapitre-là, nous avons aussi abordé l'organisation et les collaborations des différents organismes. Par exemple, comment la VIC et Sensano peuvent travailler ensemble, peuvent mieux collaborer. Chapitre du personnel. Le chapitre 3 aborde le personnel, que ce soit le personnel des maisons de repos ou le personnel de toutes les institutions pour personnes porteuses d'un handicap. Lors des auditions, on a pu se rendre compte de toute la difficulté face à laquelle le personnel a été confronté. Toutes ces difficultés étaient déjà bien présentes avant la crise, que ce soit en manque de personnel, en manque de moyens, mais tous ces problèmes ont été mis en avant pendant cette crise. Lors des auditions des travailleurs, nous avons pu les entendre et nous avons essayé de répondre avec les recommandations. Première recommandation importante, accroître les normes de personnel au sein des maisons de repos. Il s'agit d'envisager une refonte des normes d'encadrement en personnel dans le secteur des maisons de repos afin d'assurer un meilleur équilibre entre les différentes fonctions. Il faut plus de personnel soignant, mais il faut aussi plus de personnel comme des animateurs, des psychologues, des logopèdes. Deuxième point important, assurer un soutien psychologique fort auprès du personnel. Nous savons que le personnel a vécu des choses dramatiques, que ce soit la mort ou les difficultés de relation avec les personnes âgées. Il faut qu'il y ait un soutien sur le long terme. Aujourd'hui, 140 psychologues font le tour des institutions pour soutenir le personnel et les résidents. Ce soutien doit être là pendant la crise, après la crise et tout le temps qu'il faudra et qui sera nécessaire pour soigner les soignants. Troisième point important, il faut combattre la pénurie des professions médicales. Et donc, pour cela, il faut revoir l'accès aux études, le numerus clausus, et ainsi former le personnel sur l'aspect hygiène, l'aspect épidémie. Dernière recommandation, permettre au personnel soignant d'avoir une meilleure rémunération. À cette fin, la région wallonne a dégagé un budget de 260 millions. Les résidents en maison de repos. Nous savons que les personnes en maison de repos ont souffert et de nombreux décès ont eu lieu au sein des maisons de repos. Ce chapitre est le plus important. Tout d'abord, nous avons fait le premier constat de ces non-hospitalisations. On l'a fort entendu, beaucoup de gens ont témoigné sur le fait que leurs parents ou grands-parents n'ont pas pu être hospitalisés. Lors des auditions, ce point a été quasiment à chaque fois abordé. Malheureusement, on peut conclure qu'il y a
Pas une seule cause unique, mais différentes causes qui expliquent cette situation. La première chose, c'est que des comités scientifiques existent aujourd'hui et qui font des recommandations. Ces recommandations visent à aider les médecins qui sont confrontés à une saturation de leurs services. Cela existe en cas de catastrophe, par exemple. Malheureusement, ce sont des choix difficiles qui doivent être encadrés. Lors de leur audition, les comités scientifiques ont toujours dit que les choix devaient être pris avec plusieurs facteurs. La première chose, c'est que ce choix doit être fait en discussion avec le patient lui-même. Dans les maisons de repos, il devrait avoir ce qu'on appelle un projet thérapeutique, c'est-à-dire le choix entre l'acharnement médical ou pas. Malheureusement, ce projet thérapeutique est souvent absent. En l'absence de projet thérapeutique, le choix doit être fait entre plusieurs médecins. Les médecins ont une échelle, un indicateur, qui permet de prioriser certaines personnes, mais jamais l'âge n'est repris dans leurs recommandations. Ce courrier des comités scientifiques s'est retrouvé dans les maisons de repos et à certains endroits ont été mal interprétés. À d'autres endroits, il manquait des médecins généralistes qui étaient soit eux-mêmes des personnes à risque, soit parfois sur d'autres fronts. À d'autres endroits, ce sont des choix d'urgentistes. On le voit, les raisons sont différentes en fonction des différents endroits. Pour plus de clarté, nous avons fait plusieurs recommandations. Première recommandation. Sensibiliser les médecins généralistes, les médecins coordinateurs et les gestionnaires d'institutions afin que chaque résident définisse son projet thérapeutique, c'est-à-dire le choix de l'acharnement médical ou pas, tout en respectant bien sûr ce choix des résidents. Deuxième point, c'est d'assurer que chaque résident puisse bénéficier d'une continuité de soins et de disposer d'un accès aux soins de santé les plus adaptés à son projet thérapeutique, avec une communication claire de la part des autorités sur le caractère contraignant ou non de certaines recommandations. Il faut que chaque soignant, chaque infirmière, chaque professionnel puisse connaître le projet thérapeutique des personnes. Le deuxième point qui a été abordé dans ce chapitre, ce sont les visites. Avant le confinement de toute la population, la ministre avait décidé de supprimer les visites au sein des maisons de repos. Le but était d'éviter de faire rentrer le virus au sein des maisons de repos, mais ce qui s'est avéré inefficace. Au début du confinement, il faut le rappeler que nous ne savions pas exactement la durée de cette crise. Je vous rappelle notre sentiment à tous que nous allions rester 3 semaines enfermés et que nous allions ressortir comme des héros. Malheureusement, on se rend bien compte que ce délai de 3 semaines est bien plus long au vu de toute la crise que nous vivons encore aujourd'hui. Donc le principe aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que les visites se fassent en maison de repos. Il faut changer la manière de faire. Jusqu'aujourd'hui, les visites étaient interdites, sauf exception. Il faut qu'aujourd'hui, les visites soient autorisées, sauf exception. Pour cela, nous avons fait des recommandations. Nous avons dit qu'il est nécessaire de garantir le droit de visite selon un protocole à définir. Que chaque institution soit encouragée à ce que leurs résidents aient des moyens de communication, même si ces moyens de communication doivent être modernes, avec des tablettes par exemple. Il faut absolument maintenir les activités individuelles et collectives au sein des maisons de repos et étudier la possibilité de nouer des partenariats avec des acteurs du secteur culturel, associations locales, afin de proposer des activités aux résidents. Troisième point important pour les résidents, il faut assurer un suivi psychologique et psychosocial, que ce soit pour les résidents, mais aussi pour leurs familles, pour les familles qui ont été touchées, et on peut parler même de syndrome post-traumatique. Le dernier point, et qui est pour moi un des plus importants, c'est qu'il faut avoir une approche beaucoup plus participative de nos aînés dans les décisions. On a pris beaucoup trop de décisions à leur place, on ne les a pas assez écoutées. Et donc, dans nos recommandations, il faut assurer une approche plus participative, c'est-à-dire que des relations entre les résidents et les soignants en partant de l'histoire et du vécu des résidents afin de personnaliser le contact et respecter le plus possible leurs habitudes de vie. Cette approche est de mettre en lien avec les recommandations liées à la formation du personnel, en prenant en compte l'avis de chaque résident. Par exemple, c'est le modèle TUBE que j'ai défendu au Parlement ces derniers mois. Le 5e chapitre concerne l'AVIC. Comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, l'AVIC est un nouvel organisme en Wallonie qui s'occupe de la santé de tous les Wallons. Malheureusement, cette institution n'était pas prête à faire face à une crise de cette ampleur. Donc au fur et à mesure de la crise, ils ont dû apprendre à gérer. Et donc, dans
toutes nos recommandations, c'est de simplement renforcer le travail qu'ils ont fait ces derniers mois. Simplement de pouvoir rendre cet organisme tel que la VIC responsable et opérationnel pour une gestion de crise de cette ampleur. Chapitre sur les structures de soins et d'hébergement. Nous le savons, lors de la première vague, les structures de soins comme les maisons de repos ont été fortement touchées. Après la première vague, le gouvernement wallon a décidé de mettre en place un plan rebond en cas de seconde vague. Dans ce plan, il y a des plans d'urgence qui doivent être mis en place dans chaque structure. Il faut prévoir que chaque structure ait assez de matériel et assez de compétences et assez de personnel pour pouvoir répondre en cas de crise. Un des points qui a été souvent abordé au sein de la commission, c'est la relation entre les maisons de repos et les hôpitaux. Certaines maisons de repos signent des conventions avec des hôpitaux qui permet aux maisons de repos d'envoyer des résidents à l'hôpital si ça s'avère nécessaire. Là où ces conventions existaient et étaient actives, on s'est rendu compte que c'est les endroits où il y a eu le moins de difficultés pour les hospitalisations. Par contre, là où les conventions n'étaient pas actives, c'est ces maisons de repos qui ont eu beaucoup de difficultés à faire hospitaliser certaines personnes. Et donc, dans nos recommandations, nous veillons à ce que ces accords de collaboration soient efficaces dans chaque structure. Les équipements de protection. Depuis le début, nous savons que le manque de protection a été la première cause de difficulté. Lors des auditions, tous les acteurs ont pointé ce manque de protection comme la première cause de leurs difficultés. Le stock stratégique était de compétence fédérale. Mais vu la situation, il faut absolument que la Wallonie se constitue aussi un stock pour éviter les mêmes problèmes que nous avons vécus lors de cette première phase. Testing. Une difficulté pointée par tous les acteurs, c'est que des tests au sein des maisons de repos sont arrivés beaucoup trop tard. Le virus a pu rentrer sans qu'on soit capable de le détecter. Ce testing au sein des maisons de repos était tributaire de la capacité de testing. Malheureusement, cette capacité est de compétence fédérale. Il faudra attendre la fin de la commission au niveau fédéral pour voir ce qu'il s'est réellement passé. La communication. Tout d'abord, la communication entre institutions. On s'est rendu compte de la difficulté qu'avaient certaines institutions avec toutes les circulaires que la VIC a pu faire. Et donc, il va falloir soigner cette communication-là. Second point, renforcer la publication systématique des rapports remis par les différents groupes d'experts. Il faut de la transparence à ce niveau-là. Il faut aussi renforcer la communication à destination du grand public. En effet, il faut tenter de clarifier dans le débat public ce qui relève des données scientifiques et d'autres données qui relèvent plutôt des arbitrages politiques. L'organisation du système des soins de santé. Il faut assurer un réinvestissement massif et durable dans la prévention, la promotion de la santé et la santé communautaire. Il faut absolument que ce travail se fasse en réseau avec les acteurs de la première ligne. Malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais on espère que les recommandations que nous avons faites soient suivies, et cela c'est notre travail de parlementaire d'y veiller, et de deux, qu'elles puissent répondre au mieux à une prochaine situation de crise. Mais il faut rester humble, car personne ne s'attendait à une crise de cette ampleur. A bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet laurentevart.be.